commence donc avec ce procès pénal pour Bernard Tapie. Vous savez qu'il y a eu une décision d'arbitrage pour indemniser Bernard Tapie de 400 millions d'euros à la suite d'un truc compliqué, une vente d'Adidas par le Crédit Lyonnais. Bref, je vous la fais courte. Cette décision a été cassée par la justice. Tapie a été condamné à rembourser l'argent, mais ça c'est le côté civil. Il y a aussi un volet pénal pour savoir si il s'est rendu coupable ou non d'escroquerie et de détournement de fonds publics. Eh bien, voici sa réponse. Lui considère que 1, c'est pas juste, et que 2, compte tenu de son état, c'est vraiment difficile à vivre. Il le répétait ce matin chez nos confrères d'RTL. Après ce procès, plus personne pourra dire que Tapie il a gagné 404 millions à l'occasion d'un arbitrage. Celui qui le dira aura un procès en diffamation. On mélange l'argent qu'on me devait et l'argent de l'arbitrage. Ça fait beau. Alors, la seule certitude, c'est qu'on ne pourra pas dire que j'ai coûté de l'argent aux contribuables. Vous voyez, ça change. Donc, rien que pour ça, je suis assez heureux que ce procès arrive. J'aurais préféré, évidemment, le vivre en parfaite santé, mais on ne choisit pas. Et alors, avant de lancer le débat, je vous propose maintenant d'écouter Benoît Chabert, c'est l'avocat du consortium de réalisation, c'est-à-dire la partie adverse. C'est un organisme qui était dans l'orbite du Crédit Lyonnais. Et lui, il dit il faut se méfier de Bernard Tapie parce que c'est un grand séducteur. Je suis un avocat et toujours la présomption d'innocence se joue, mais l'avocat de la partie civile que je suis peut dire que Bernard Tapie est un escroc et qu'ainsi un escroc va arriver à attirer à lui toutes les personnes possibles et inimaginables qui finalement tombent dans le jeu et dans la séduction. Alors est-ce que ces personnes ont parfaitement connaissance de... Ce sont qui, pardon, ces personnes dont vous parlez? Mais ça peut On être parle de gens vous, à l'Élysée? Non, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe quelle personne autour de lui. Maxime Desgaillés, je le disais, cette histoire est abominablement compliquée. Ça fait quoi, une vingtaine d'années d'ailleurs que ça dure. Mais quelle est votre intime conviction sur le personnage Tapie? Est-ce que c'est une victime? Est-ce que c'est un escroc génial? C'est un homme de talent, ça c'est sûr. Et il le démontre une fois de plus, puisqu'on ne parle finalement pas du vrai sujet qui est le sujet de ce procès. La question aujourd'hui n'est pas de rejouer la partie des péripéties qui ont pu exister entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie à une époque. Là, comme vous l'avez indiqué, le sujet, c'est que l'arbitrage a été annulé par la justice parce qu'il a été considéré comme vicié. Les 400 millions Exactement. d'euros. Et là, la question qui est posée, c'est effectivement, est-ce que cette fraude est liée à une escroquerie dont Bernard Tapie serait le principal acteur? On peut imaginer que oui, maintenant, ça va être à la justice de le déterminer. Par contre, on peut remarquer une fois de plus que Bernard Tapie a un talent indéniable pour semer de la confusion, y compris sur l'objet même de ce procès. Alors, ce qui est vrai, c'est que Bernard Tapie est malade, il a un cancer grave. Il parle d'ailleurs de sa santé à l'occasion de ce procès. Julie de Ventrobe, est-ce que vous êtes surprise par le mode de défense de Bernard Tapie? Vous êtes journaliste politique, c'est quelqu'un que vous suivez depuis longtemps. Non, pas surprise. C'est un homme qui parle très ouvertement de lui. Il mélange toujours plusieurs plans, le plan affectif, le plan politique, le plan financier en l'occurrence. Souvent, il a devant lui des interlocuteurs, et j'en suis une, qui ne sont pas très au fait de toutes les arcanes du dossier, proprement dit. Quand on le regarde, on s'aperçoit que le Crédit Lyonnais, à l'époque banque publique, a eu un comportement tout à fait discutable. Ça explique en partie d'ailleurs pourquoi l'arbitrage a été rendu dans un premier temps en faveur de Bernard Tapie. Le Crédit Lyonnais a fait une plus-value extraordinaire. En revendant Adidas. Parce qu'il était le principal créancier, c'est lui qui avait financé l'achat. Oui, et en étant à la fois arbitre et partie, enfin joueur et arbitre. Donc, et ça, je trouve qu'on en a peu parlé. Donc on verra bien. Christine Lagarde a été condamnée par la Cour de justice pour négligence. Elle a été dispensée de peine, mais quand même la Cour de justice a estimé qu'elle n'avait pas fait son boulot en ne demandant pas un recours contre la décision de la Cour. Voilà, on rappelle qu'à l'époque, c'était dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde était ministre de l'économie, donc chargée de veiller sur l'argent public. Toutes les décisions prises sous le quinquennat de Sarkozy étaient favorables à Bernard Tapie, et toutes celles qui ont été prises ensuite sous le quinquennat de François Hollande lui ont été défavorables. Alors évidemment, ça accrédite gravement l'idée de collusion politique.
parce que le personnage a un charme fou, parce que quand vous l'entendez parler des banlieues, de son expérience, de son enfance pauvre, je vois Philippe Meillat qui hausse ses sourcils. Moi, je l'ai vu en action, je n'ai pas pu m'empêcher d'être frappée par une certaine sincérité. Et d'ailleurs, l'honnêteté et la sincérité sont deux choses différentes, comme on a pu le voir. Ça fait un bon sujet de dissertation. Donc c'est difficile de trancher. Ouais. L'avocat du CDR dit attention, beaucoup de gens tombent dans le jeu et dans la séduction. Fergan Aziari, vous êtes séduit par le personnage Tapi? Alors, l'affaire Tapi, de mon point de vue, c'est une très vieille histoire. Ça remonte quand même à quelques dizaines d'années. Moi, je n'étais même pas encore à peine né. Donc, j'ai découvert en fait cette affaire au fil du temps, en lisant. Et c'est vrai que j'ai été assez étonné par cette affaire. On parle d'affaire Tapi, mais avec cette distinction un peu manichéenne avec Bernard Tapie coupable, l'État qui serait victime, donc qui se constitue partie civile. Ça me semble quand même beaucoup plus compliqué que ça, puisque ici, on a quand même des responsables politiques, des responsables publics qui ont été aux commandes, qui ont validé certaines procédures, qui auraient éventuellement négligé certains aspects de la procédure qui auraient coûté énormément d'argent aux contribuables. Mais là encore, comment cela est-il possible? Tout simplement parce que, comme ce n'est pas l'argent en fait, des décideurs publics, ils peuvent se permettre effectivement d'être négligents. On ne verrait pas, je ne sais pas moi, une multinationale condamnée à verser plusieurs millions d'euros, ne pas faire appel, ne pas tenter de faire annuler une décision qui lui est défavorable. Donc cette affaire ne me paraît pas blanc ou noir. Maintenant, Bernard Tapie, escroc victime, ça, ce n'est pas moi de le dire, c'est-à-dire que l'affaire est en cours et même si je sais bien qu'on n'est pas censé commenter une décision de justice en cours, c'est quand même difficile. Elle n'est pas rendue, on peut commenter, mais c'est quand même difficile de ne pas imaginer que l'affaire est quelque part déjà un peu pliée, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, l'affaire du simulacre d'arbitrage a été jugée en civil. On a considéré effectivement que cette procédure était complètement viciée. Donc moi j'ai du mal comment aujourd'hui les juges peuvent dissocier un peu le civil du pénal, même si en théorie il y a une autonomie des procédures pénales par rapport au civil. Enfin, dans l'opinion publique et aux yeux de beaucoup de juristes, cette affaire semble plier pour lui. Donc ça va être difficile. Si on descend encore un peu plus dans le détail, on peut dire qu'il y a ce procès où il est soupçonné d'escroquerie parce que, en fait, il aurait un peu organisé l'arbitrage en prenant contact avec les arbitres un petit peu avant. On rappelle que quand il y a un arbitrage, eh bien, tout le monde doit accepter la décision et qu'il n'y a plus de procédure d'appel classique. Philippe Meillat, est-ce que vous êtes séduit par Bernard Tapie? C'est un personnage de roman. Écoutez, le débat judiciaire va régler la question de la culpabilité de Bernard Tapie dans cette affaire. Maintenant, retour en arrière. Christophe Boucher, journaliste à l'AFP, publie une biographie de Bernard Tapie. Pourquoi? Parce qu'il est à l'époque à Marseille, chargé de suivre entre autres l'OM, et que tous les renseignements qu'on lui donne sur Bernard Tapie, sa date de naissance, son lieu de naissance, rien ne concorde. Et il décide donc qu'il fait une enquête. Son enquête montre que, en ce qui concerne son enfance, Bernard Tapie a considérablement réécrit l'histoire. Ensuite, Bernard Tapie, plus tard dans sa carrière, rachète Vonder, les piles électriques. Quand il rachète Vonder, raconte Christophe Boucher, il réunit le personnel et il dit « Y en a-t-il parmi vous qui ont des difficultés particulières, familiales, de santé, etc. » Si c'est le cas, voilà cette dame que vous voyez à côté de moi. Elle est chargée de régler les choses pour que vous puissiez être le mieux possible dans cette nouvelle entreprise que j'ai achetée pour pas grand-chose et que je compte rendre à son dynamisme ancien. En réalité, la dame était faite pour licencier les gens qui sont venus les uns après les autres, si je puis dire, se dénoncer comme ayant des problèmes particuliers. Et ensuite, encore des années plus tard, les chaînes d'information continue se disputent l'honneur d'avoir Bernard Tapie pour commenter le mouvement des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, c'est les gens comme Tapie qui les ont mis dans la rue. C'est les gens qui les ont traités comme il a traité les gens des piles Vonder. Ajoutez à ça la campagne qu'il avait faite avec Christiane Taubira, ce qu'il ne faut jamais oublier, et qui a abouti à sortir Michel Rocard du jeu politique. Je pense que ça suffit pour avoir sur Bernard Tapie une opinion qui n'est pas du tout une opinion séduite. C'est Maxime Degaillet, je le disais, vous appartenez au Parti socialiste. Bernard Tapie était une
personnalité proche du PS parce que François Mitterrand l'aimait beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'avec le recul, il a fait du bien à la gauche à ces années-là ou plutôt du mal? Non, certainement pas du bien. Ça a été évoqué à l'instant. D'abord, il y a eu des époques et des personnages qui n'ont pas toujours été profitables au Parti socialiste. Et Bernard Tapie a été, alors quelquefois, l'instrument de batailles internes. Vous avez évoqué effectivement le conflit entre Rocard et Mitterrand, et on voit aujourd'hui qu'il a lui-même été souvent en capacité d'instrumentaliser les autres. Et je crois que, pour revenir à cette affaire, Judith Vintraub, vous expliquiez qu'il était dans la confusion, y compris entre ce qui était du domaine du privé, de l'ensemble des dimensions de son propre personnage. Je crois que c'est un homme de confusion, et ce qui va être peut-être intéressant dans le procès, ce qu'on peut en retenir, parce que je partage votre avis, je crois que la question de savoir s'il est fautif ou pas me semble assez claire. Ça va être de regarder jusqu'à quel point et à quel niveau il a réussi à instrumentaliser une partie du pouvoir pour son propre intérêt. C'est ça, à mon avis, qui est l'élément le plus intéressant. Il y a quand même des responsables politiques, exactement ce que d'anciens hauts fonctionnaires. Certains qui ne pourront pas s'exprimer, puisqu'en l'occurrence, Nicolas Sarkozy a refusé, et il avait l'immunité à ce moment-là due à sa fonction. Mais effectivement, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qu'on va nous dire sur la façon dont il a pu instrumentaliser et s'appuyer sur différents acteurs. C'est ça, à mon avis, l'intérêt politique, s'il y en a un, de ce procès. Mais enfin, au-delà de la personne de Tapie, moi je trouve que le mécanisme est intéressant parce que les juges arbitraux étaient 3. Dont un qui est soupçonné de collusion avec Bernard Tapie, mais les 2 autres, qui sont Pierre Mazeaud, gaulliste historique, et Jean-Denis Bredin, expliquent que le 3e faisait tellement bien le boulot, tellement vite, qu'ils ont préféré le laisser faire. Bon, quand on est censé accomplir une mission importante pour préserver... Une mission importante et extrêmement bien rémunérée. Et extrêmement bien rémunérée pour préserver l'intérêt des contribuables, on est un peu moins léger, normalement. Oui, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de négligence, au-delà même de Christine Lagarde. Nos internautes sont assez partagés sur ce dossier. Nicole nous dit c'est très compliqué à suivre, mais à mon avis, c'est le Crédit Lyonnais qui a escroqué Bernard Tapie, qui n'est pas mon idole, ajoute-t-elle. Révolton nous dit à l'origine, c'est le Crédit Lyonnais qui a escroqué Tapie à l'occasion de la vente d'Adidas. Alors même que Babineau lui dit je suis un peu lassé de la médiatisation de ce personnage controversé et sulfureux, empêtré dans plusieurs affaires. Et le même Révolton nous dit comment reprocher à Christine Lagarde de ne pas avoir fait un recours puisqu'il n'y avait pas d'appel possible. Aucune cohérence dans ce dossier. Voilà, on rappelle que le principe de l'arbitrage, c'est que les différentes parties acceptent de se soumettre à des arbitres et à respecter leurs décisions. Alors on vous pose la question sur Twitter. Procès pour escroquerie, Bernard Tapie vous fait-il de la peine? Et après, je vous expliquerai un peu pourquoi on vous a posé cette question. Et vous êtes quand même un tiers à répondre que oui, puisqu'on le disait, Bernard Tapie est atteint d'un cancer qui est grave. Il a annoncé qu'il suspendait son traitement le temps du procès à cause des conséquences de ce traitement qui pouvaient altérer son jugement. Est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'il fasse état de sa santé? Est-ce que ça vient parasiter le procès, que donc il devrait garder ça pour lui? Ou est-ce que, après tout, l'accusé utilise tous les arguments qu'il peut, Philippe Meyer? Non, un accusé utilise tous les arguments qu'il peut, ça me paraît tout à fait normal. Ce qui me semble quand même, c'est que quand on met à ce point en avant cette situation, pour réelle qu'elle soit, c'est qu'on n'est pas très sûr de son dossier et qu'on cherche à attirer l'attention sur autre chose que le dossier lui-même. Mais pour le reste, c'est, si j'ose dire, le devoir d'un accusé, comme c'est le devoir d'un prisonnier de s'évader, c'est le devoir d'un accusé de faire feu de tout bois. Ça ne vous choque pas, cette confusion des genres entre sa situation personnelle, qui évidemment est douloureuse? C'est le personnage. Il faut rappeler d'ailleurs, parce qu'on disait qu'il y avait des sympathies au PS. Non, rappelez-vous, à l'époque, quand Mitterrand voit en lui l'occasion de faire battre Michel Rocard, Pierre Mauroy est le premier secrétaire et dit « Moi, Tapie, c'est pas ma tasse de thé ». Et il le dit parce que réputation sulfureuse de racheter des entreprises pour rien, de les revendre avec beaucoup de profit après avoir totalement dégraissé, mais aussi parce que dès cette époque, là on est dans les années 95, 92, 95, dès cette époque, le PS commence à avoir un gros problème avec les classes populaires.
un problème que dénonce Tapi. Là, vous avez parlé du livre de Boucher que j'avais lu à l'époque, qui est complètement à charge. Alors lui, si je pouvais dire que Tapi mangeait des petits-enfants le soir avant d'aller se coucher, il l'aurait écrit. Mais il ne faut pas oublier que Tapi parlait... Il faut se dire que Boucher avait été physiquement menacé. Oui, je sais. Pendant qu'il faisait son enquête. Oui, ça ne ne dispose pas bien. Ça dispose un journaliste à pousser son enquête un peu plus loin. Oui, mais à cette époque, Tapi parlait peuple. Pour un PS qui avait complètement perdu de vue le peuple. Oui, vous avez raison. Mais effectivement, je me suis trompé en disant qu'il était proche du Parti socialiste, il était proche de Mitterrand, qu'il avait imposé au Parti socialiste, et y compris au gouvernement d'ailleurs. Je rappelle que Mitterrand avait essayé de le pousser dans le gouvernement Rocard, et que Rocard n'en avait pas voulu. Exactement. Et je sais très bien qui avait dit à Rocard que... je me souviens exactement de la phrase, c'était un membre du Parti socialiste, d'ailleurs membre du gouvernement de Michel Rocard, Tony Dreyfus, qui avait dit à Rocard « Michel Rocard ne prend pas Stavisky dans son gouvernement ». J'ai l'impression quand même d'assister à un terrible gâchis, parce que l'homme d'affaires Bernard Tapie, moi, m'apparaît comme un homme assez talentueux finalement. Racheter des boîtes qui vont mal, les remettre sur pied pour les revendre, je veux dire, c'est quelque chose qui... moi, me paraît quand même assez remarquable. Je me demande si M. Tapie n'aurait pas dû finalement rester à l'écart de la politique et se contenter d'être un homme d'affaires. Ce qu'il se dit lui. Et un homme d'affaires qui aurait sans doute fait beaucoup plus de bien à la collectivité qu'en entrant en politique. Voilà, et je propose de terminer avec ce jugement sévère, c'est vrai, mais il lui appartient de Johan qui nous dit « Les SDF me font de la peine, oui, mais pas Tapie ». Je vous le disais, La République En Marche a présenté hier ces propositions dans le cadre du grand débat, propositions intéressantes puisqu'elles émanent du parti politique qui soutient le président de la République. Alors parmi ces propositions, il y a l'augmentation de l'impôt sur la fortune immobilière qui devrait être, selon Stanislas Guerini, le patron du parti, la contrepartie de la suppression de la taxe d'habitation, dont vous savez qu'elle elle a déjà été supprimée pour la majorité des contribuables et que le pouvoir a promis que ce serait aussi le cas pour les autres. Et donc, puisqu'on baisse un impôt d'un côté, pourquoi on n'en augmenterait pas un autre? Écoutez Stanislas Guerini. Les plus grandes fortunes, elles tireront aussi un avantage de cette suppression de la taxe d'habitation complète si nous allons au bout. Et c'est la raison